Alors, c'est toujours très délicat de se présenter soi-même, Bien mais je sûr. vais me sacrifier à l'exercice en disant que je suis universitaire et journaliste Mhm. euh, et était dans mes fonctions de journaliste. J'ai commencé ma carrière dans les années 1990 à Niamey au Niger, où j'ai exercé dans le premier quotidien dans le premier journal indépendant qui s'appelle Aske. D'accord. Ensuite, j'ai été journaliste au Démocrate, un autre quotidien nigérien. Et en 1999, j'ai entamé une carrière internationale en venant ici à Paris travailler d'abord pour l'Agence panafricaine d'information Oui. comme correspondant, ensuite chef de bureau. Mhm. Et puis à partir de 2013, j'ai rejoint l'hebdomadaire Jeune Afrique Mhm. comme rédacteur en chef central. Mhm. Après Jeune Afrique, j'ai atterri au journal Monde Afrique. À cette époque, en janvier 2015, le quotidien Le Monde a lancé un service Afrique qui s'appelle Le Monde Afrique. J'y ai travaillé en tant que journaliste et reporter. D'accord. Et puis, depuis quelques années, je suis un journaliste indépendant. Je D'accord. travaille pour plusieurs médias. Mhm. Et dans mon parcours universitaire, puisque j'ai dit que je suis journaliste et universitaire, Bien sûr. je suis chercheur associé Mhm. à l'université polytechnique du Hauts-de-Seine à D'accord. Valenciennes, où j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2016 Mhm. en sciences de l'information et de la communication. Et donc, je suis depuis cette date chercheur associé dans cette université. Mhm. Et puis, j'ai rejoint cette année l'Université du Québec à Montréal Mhm. comme chercheur associé là aussi au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique. Et dans une autre casquette, je suis le président maintenant depuis un moment Mhm. du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, CIRES, qui est basé ici en France, un think tank qui est basé en France. D'accord. Et pour ne pas être très long, j'ai aussi comment dire, un parcours d'écrivain. J'ai écrit 8 ouvrages. D'accord. Le dernier s'appelle Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Mhm. Et l'avant-dernier, c'est pour comprendre Boko Haram. Et celui qui venait juste avant, c'est Voyage au cœur de Boko Haram, Mali Sahel. Mhm. Voyage au cœur de Boko Haram, enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne. Voilà. Oui, il y a beaucoup de forces qui sont présentes au Sahel. Je vais commencer par les groupes, les groupes armés non étatiques qui ne relèvent D'accord. pas de l'État. Et il y a deux catégories dans les groupes armés non étatiques. La première catégorie, c'est les mouvements irrédentistes, les mouvements qui ont pris les armes particulièrement au Mali D'accord. contre l'État central de Bamako pour Mhm. exiger une meilleure représentation, une meilleure implication des Mhm. communautés touareg dans l'appareil d'État. Ça, c'est ce Mhm. qu'on appelle le groupe, la CMA, les D'accord. groupes les mouvements armés. Les mouvements D'accord. armés. Et il y a une deuxième catégorie de groupes armés non étatiques, c'est les groupes terroristes D'accord. au Sahel. Et dans cette catégorie, il y a au Sahel deux grandes enseignes. Il y a l'enseigne qui représente Al-Qaïda Oui. qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est D'accord. dirigé par Iyad Agali et qui comprend plusieurs mouvements, Mhm. parmi lesquels les plus importants, c'est Ansardine de Iyad justement et le Front de libération du Massina de Amadou Koufa. D'accord. Il y a une deuxième enseigne terroriste, c'est Mhm. l'État, la filiale de l'État islamique au Sahel, Mhm. qui est l'État islamique au Grand Sahara, qu'on appelle EIGS, qui est présente particulièrement dans la zone de trois frontières, c'est-à-dire aux confins du Burkina, du Mali et du Niger. D'accord. Quand vous mettez de côté les groupes que je viens de situer, Mhm. il y a maintenant une deuxième catégorie de forces qui sont présentes, c'est les forces internationales, D'accord. c'est-à-dire des forces non africaines qui sont Mhm. présentes
au Sahel, il y a les Français qui sont en train de partir du Niger Mhm. et qui étaient jusqu'à récemment entre 1000 et 2500, peut-être 3000 personnes Mhm. après le retrait du Mali, Mhm. mais qui restent présents si on prolonge le Sahel jusqu'au Tchad, qui restent Mhm. présents au Tchad. Mhm. À côté des Français, dont on parle souvent beaucoup, il Mhm. y a aussi la présence des Américains, particulièrement au Niger. Mhm. Il y a 1100 soldats américains à peu près au Niger qui sont Mhm. présents, principalement sur les bases aériennes 101 de Niamey et Mhm. 201 d'Agadez, dans le nord du Niger. D'accord. Il y a quelques formateurs du côté de Wallam sur la zone des trois frontières. À Mhm. côté des Français, il y a d'autres forces internationales dont on ne parle pas beaucoup. Il y a les Allemands qui sont présents au Niger. Il D'accord. y a des Italiens qui sont présents au Niger. Mhm. Et bon, il y a, j'ai dit Italie, Allemagne, qui sont des forces qui sont présentes au Niger. Oui. Maintenant, à côté de toutes ces forces-là, il y Mhm. a naturellement les armées régulières. L'armée du Niger, les forces armées nigériennes, il y Bien a sûr. les forces armées maliennes, il y a Mhm. les forces armées burkinabées. Mhm. Donc, voilà à peu près le niveau de présence que l'on observe aujourd'hui au Sahel. Et comme vous savez, malgré la présence de toutes ces forces, le Sahel ne vit pas une situation de sécurité satisfaisante. Oui, je répondrai en deux volets. Il y a D'accord. d'abord la question des ressources naturelles. Mhm. L'exploitation des ressources naturelles alimente un peu les conflits que nous avons observés au Sahel. Quand D'accord. vous prenez par exemple l'élevage et l'agriculture, Mhm. l'effet qu'aujourd'hui, il y a quand même une augmentation de la pression démographique au Sahel. Un pays comme le Niger connaît une croissance démographique de 3,9% par an. Mhm. Et donc, si on additionne ça, aujourd'hui, il y a 25 millions de Nigériens. Mhm. À l'horizon 2050, il y aurait vers 50 millions de Nigériens et le Niger deviendrait le deuxième pays le plus peuplé. Donc, vous voyez, la terre cultivable, elle n'augmente pas, mais la Bien sûr. population augmente. C'est ça. Euh, donc, quand la population augmente, il y a une course aux ressources Mhm. entre les agriculteurs et les éleveurs parce que les éleveurs ont besoin de terrain pour leur pâturage. Et souvent, ces terrains-là sont exploités par des agriculteurs et ça crée des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et ces conflits-là Mhm. sont des facteurs aggravants de l'insécurité au Sahel. Les D'accord. conflits entre les agriculteurs et des éleveurs. On Mhm. a pu le voir dans beaucoup de pays de cette zone. Il y a des affrontements souvent réguliers et ça pose le problème de la cohésion sociale entre l'agriculteur et l'éleveur. Il y C'est ça. a aussi des ressources très précieuses au Mhm. Sahel qui peuvent expliquer la convoitise, qui peuvent expliquer l'intérêt de la présence au Sahel. Quand D'accord. vous prenez un pays comme le Niger, qui est producteur de l'uranium, Oui. la France a toujours été très attachée d'assurer la sécurité de son approvisionnement en uranium à partir du Niger. D'accord. Par le passé, elle a même envoyé des troupes pour sécuriser Mhm. les deux sites où on exploite l'uranium, à Arlit et à la Cominac, C'est ça. qui est la compagnie minière d'Akuta, et à la Somaïr. Et elle Mhm. a envoyé des forces pour protéger son approvisionnement et c'est clair que c'est très important. Et D'accord. même si pour l'instant, elle n'a pas de force, la Chine aussi a des visées sur le pétrole. La Chine, c'est le partenaire du Niger, c'est avec la Chine que Mhm. le Niger exploite ses ressources pétrolières. C'est ça. Donc, la présence de ces ressources fait que le Sahel est un enjeu pour ces puissances, pour les puissances étrangères. C'est Il y a ça. aussi une autre explication, Mhm. c'est d'autres considérations. Par exemple, la question migratoire est Mhm. une question à laquelle sont attachés les pays européens. Mhm. Les pays européens, comme on a pu le voir ces derniers temps, sont très inquiets de voir débarquer sur leurs frontières beaucoup de migrants d'origine subsaharienne, d'origine africaine, qui Mhm. partent des pays comme la Tunisie, comme le Maroc, comme la Mhm. Libye. Mhm. Et les Européens pensent que on peut contrôler la migration à partir des pays du Sahel. Donc, Mhm. ils ont envoyé certaines forces pour pouvoir, par exemple, la présence italienne au Niger, elle s'explique principalement par le souci de l'Italie
Mhm. d'aider le Niger à contrôler la migration, les passages des migrants. Donc, D'accord. il y a ces enjeux. Et puis, il y a un dernier enjeu qui motive l'intérêt des forces étrangères, c'est la Mhm. question diplomatique. Par exemple, la Russie, la présence de la Russie en essayant d'aider des pays comme le Burkina, comme le Niger, comme le Mali, Mhm. c'est en contrepartie de pouvoir compter sur leur soutien dans les instances internationales. Et Mhm. on a pu le voir dans la guerre en Ukraine. Beaucoup de pays ont refusé, Mhm. malgré la pression occidentale, de condamner la Russie parce qu'ils sont reconnaissants envers la Russie pour ce que la Russie a fait Mhm. pour eux. Donc, C'est ça. chaque acteur a son propre agenda au Sahel et malheureusement, je pense que cela n'a pas aidé à ramener la sécurité et je pense que il appartient, à mon avis, moi, c'est une thèse que je défends, aux D'accord. pays du Sahel de s'organiser pour Mhm. défendre au mieux leurs intérêts. Mhm. Aucun des partenaires qui vient ne est philanthrope. Chacun vient pour son intérêt. Et Bien donc, sûr. il appartient aux pays du Sahel de pouvoir bien organiser Mhm. la défense de leurs intérêts et quel que soit le partenaire. Si la France est remplacée par la Russie, il faut veiller à ce que la Russie tienne compte des intérêts des Mhm. pays du Sahel. Si la France est remplacée par la Chine, il faut veiller aussi à ce qu'on ne reproduise pas les Mhm. erreurs qu'on a faites avec la France. Donc, c'est pour ça que il est important que le pays s'organise. Mhm. L'enjeu n'est pas tant le changement du partenaire que la volonté de mieux défendre les intérêts des pays du Sahel. À mon avis, l'intérêt du Niger, c'est d'abord de commencer à travailler avec le Mali et le Burkina, ensuite D'accord. envisager, si c'est possible, Mhm. des partenariats avec d'autres pays. Vous D'accord. savez, il y a vraiment une très grande marge de progression dans la coopération sud-sud. On ne l'a pas suffisamment exploité. On a pensé qu'il faut commencer à coopérer loin avant de coopérer à côté, ce Ça. qui semble être une erreur. Et Mhm. à mon avis, lorsqu'on regarde aujourd'hui, il y a même des cas qui sont de graves aberrations. Mhm. Le Nigeria est voisin du Niger, mais le Nigeria importe de la viande d'Afrique du Sud et de l'Argentine. C'est ça. Il y a la viande qui vient de... Alors que le Mhm. Niger est un pays sahélien, le Mhm. Tchad est un pays sahélien, ces pays sont voisins du Nigeria et on peut s'organiser dans le cadre de la coopération Mhm. sud-sud pour que le Nigeria prête l'argent au Niger et au Tchad C'est pour qu'ils ça. construisent des abattoirs frigorifiques à Mhm. partir desquels on peut produire de la viande qui peut être exportée au Nigeria. Mhm. Et vous savez, aujourd'hui, le Nigeria, le Tchad et le Niger exportent vers le Nigeria du bétail sur pied. C'est pas Mhm. de la viande, c'est des animaux qui sont Mhm. exportés. Le temps qu'ils arrivent, ils sont fatigués, C'est etc. ça. Et le Nigeria est obligé d'importer la viande. Je donne cet exemple. Vous savez, il y a aujourd'hui des choses pour nous qui voyageons, des Mhm. situations d'aberration. Si Mhm. vous voulez, il est arrivé même que pour aller d'un pays, d'une ville, d'une capitale africaine, ouest-africaine à une autre, que vous quittiez le continent pour aller, je ne sais pas, à Istanbul, pour reprendre l'avion et revenir, pour aller souvent à Casablanca, pour prendre, je ne sais pas, un autre pays, mais Mhm. pour aller de Niamey à Ouaga, il faut venir à Casablanca pour retourner. Je viens de voir quelqu'un qui est allé de Dakar à Niamey, qui a dû venir à Casablanca pour aller à Dakar et de retour, il a dû passer par Casablanca pour aller à Niamey. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une marge de progression C'est dans le ça. cadre de la coopération sud-sud. Et au-delà des aspects que je viens d'évoquer, je pense que nous n'avons pas suffisamment privilégié la mutualisation et la solidarité africaine. Vous Mhm. savez, les pays du G5 Sahel se sont retrouvés dans une situation où ils avaient besoin de moyens financiers et de moyens matériels pour pouvoir faire la guerre aux groupes djihadistes. Mhm. Il y a des pays aujourd'hui sur le continent qui sont des puissances militaires. L'Algérie est une puissance militaire, Mhm. l'Égypte est une puissance militaire, l'Afrique du Sud fabrique même des armes, fabrique des chars, fabrique des munitions, et tout Mhm. ça Mhm. n'a pas été mis au service des pays africains C'est pour les ça. accompagner. Et je crois que à la fois en termes d'accompagnement, à la fois même en termes d'achat d'équipement. Aujourd'hui, si un pays africain veut acheter des armes, il ne pense pas aux pays africains qui sont producteurs de ces armes. D'abord, il Exactement. regarde Mhm. vers les pays étrangers. Mhm. Ensuite, il part acheter. Souvent, dans le cadre, par exemple, du Sahel, on a vu des acquisitions de matériel militaire qui ne sont pas adaptés au contexte africain. Mhm. Et si vous allez acheter des Sukhoi pour venir combattre des gens à moto,
dès que l'avion décolle, ces gens à moto, ils vont se cacher et Bien l'avion sûr. n'aura pas une grande utilité. Donc, il faut, je pense que non seulement la coopération est utile entre les pays africains, la coopération sud-sud, mais Mhm. elle peut être plus efficace que la coopération qu'on a avec le reste du monde. À mon avis, il faut d'abord chercher à coopérer entre les pays du Sahel, entre les pays eux-mêmes, et puis après envisager si il y a besoin de coopérer avec les pays étrangers. Et on a vu souvent dans cette coopération avec les partenaires étrangers, les pays africains allaient en ordre dispersé. Quand on fait des négociations entre l'Afrique et les ACP, ou quand Afrique Caraïbes Pacifique, ou quand on fait des négociations entre les pays africains et l'Union européenne, souvent les pays africains ne viennent pas, viennent en ordre dispersé. Et Mhm. du coup, les intérêts de l'Afrique ne sont pas pris en compte. C'est la même chose. Nous sommes à la veille de la COP 28 qui va avoir lieu dans les Émirats. Si vous regardez cette COP-là, Oui. les pays africains peuvent ne pas parler d'une seule voix. Or, s'ils Mhm. parlent d'une seule voix, c'est plus efficace et ils ont plus de chances d'être écoutés. C'est pour ça que, pour moi, il est important que la coopération sud-sud soit renforcée et Mhm. elle peut même être plus utile dans le Mhm. développement de notre pays. Ah, ça, c'est une question intéressante et difficile. Moi, je crois qu'au Sahel, il y a deux scénarios. Il y Mhm. a d'abord le scénario du pire. Oui. À mon avis, le scénario du pire serait de continuer à prendre la crise au Sahel actuelle comme une question uniquement sécuritaire et militaire, qu'on D'accord. pourrait résoudre par la force en achetant des drones ou en augmentant le nombre de soldats ou voilà, en faisant que du tout militaire et sécuritaire. Si on continue comme ça, la crise pourrait durer au moins 10 ans. Parce que au Sahel, la crise n'est pas que sécuritaire et militaire. Il y a des dimensions écologiques. Mhm. Par exemple, le Sahel, il pleut de moins en moins, les terres sont limitées, la population augmente. Donc, Mhm. si on n'intègre pas toutes ces variables qui ne sont pas militaires et qu'on ne leur cherche pas de solution, à côté de ça, il y a une dimension qui est liée à la gouvernance. Il faut des pays, il faut des régimes vertueux qui soient attachés aux libertés, qui soient attachés à l'impunité. Vous savez, pour nous qui avons travaillé sur les causes de l'embrigadement des jeunes Mhm. et dans les groupes djihadistes, et Oui. il y a des causes qui sont non militaires, qui sont non idéologiques. Il y a Mhm. des gens qui ont été victimes d'injustice et qui, pour se venger de cette injustice, sont allés rejoindre le groupe djihadiste. Il y a des gens à qui on a arraché des choses qui sont partis. Donc, si on ne prend pas toutes les autres dimensions non militaires et sécuritaires, on va continuer dans la même direction et on risque de se retrouver avec une situation de crise au Sahel dans les 10 prochaines années. Maintenant, si on considère que la question n'est pas que militaire et sécuritaire et qu'on change de paradigme, on Mhm. choisit un nouveau paradigme qui intègre le militaire et le sécuritaire sans doute, mais Mhm. qui associe au militaire et au sécuritaire la question du développement, la Mhm. question de la gouvernance, la question de l'écologie, on peut avoir un nouveau paradigme holistique qui est un paradigme qui prend en compte tous les éléments. C'est ça. Si on fait ce choix, à mon avis, on peut progresser. Je prends un seul exemple. Oui. Aujourd'hui, quand on discute souvent avec certains milieux militaires ou sécuritaires, ils vous disent, nous, depuis qu'on s'est engagé, particulièrement les partenaires, depuis que nous nous sommes engagés au Sahel, nous avons éliminé 3000 terroristes. Mais entre-temps, les terroristes, ils ont recruté 15 000 personnes parce qu'on n'a pas réglé la question du terreau favorable au recrutement. Et le Mhm. terreau favorable au recrutement, c'est la question du manque d'emploi pour les jeunes. Si on peut recruter un jeune au Sahel pour 50 000 francs CFA, pour 100 000, pour 150 000, parce qu'il n'a pas du travail, et si on veut empêcher Mhm. que les jeunes soient recrutables, il faut leur offrir des perspectives, il faut leur offrir du travail, il faut leur... Donc, la question du nouveau paradigme qui intègre une solution holistique, si on le fait, il y a des chances qu'on commence à trouver une solution Mhm. à la crise au Sahel. Et à côté de ça, je pense que au Sahel, la réponse à la crise, elle sera régionale ou ne sera pas. C'est-à-dire que si on n'a pas une approche qui dépasse le cadre national, qui soit transfrontalière, qui soit régionale, on risque de passer à côté. Par exemple, un moment, Mhm. ici en France notamment, on a entendu dire que le Niger peut avoir une résilience, Mhm. c'est-à-dire que la sécurité peut être meilleure au Niger qu'au Burkina et au Mali. Mhm. Mais on oublie, quand on tient ce discours, on oublie de dire que la résilience du Niger ne peut être forte
elle ne peut être durable que Mhm. si elle est associée à la résilience du Mali, à la résilience du Burkina. Parce que les groupes opèrent de part et d'autre de la frontière. Si les D'accord. pays ne travaillent pas ensemble, il n'y a pas de solution. Donc, Mhm. c'est pour cette raison qu'il faut une solution holistique. Et avec une solution holistique et la démarche transnationale, on peut arriver dans les prochaines années à régler la situation au Sahel. Mais il faut qu'on ait conscience. Donc, si on choisit de rester dans la dynamique actuelle où Mhm. on choisit que le militaire et le sécuritaire, la sécurité ne reviendra pas au Sahel dans les prochaines années. Si on change de paradigme et on change d'approche, il y a Mhm. des chances que on puisse trouver la solution au Sahel et que les pays quittent le défi sécuritaire pour se consacrer au défi Oui. du développement. Oui. Jusqu'ici, ce que j'ai observé au Sahel, le problème, le défi est considéré comme un défi auquel seul l'État doit faire face. On Mhm. n'a pas encore suffisamment intégré les populations dans la réponse. Il faut D'accord. qu'on ait partout dans nos pays des OK. états généraux, qu'on puisse Mhm. discuter avec des jeunes. Comment Mhm. vous voyez la crise? Quelles solutions vous pouvez apporter? Qu'on Mhm. puisse discuter avec les femmes. Comment Mhm. vous voyez la crise? Quelles solutions vous pouvez apporter? Qu'on puisse D'accord. discuter avec les chefs traditionnels. Comment Mhm. vous voyez la crise? Quelles solutions qu'on peut apporter? Il faut Mhm. qu'on construise vraiment des réponses qui soient nationales, pas des Mhm. réponses de bureaucrates ou de militaires seulement. D'accord. Aujourd'hui, voilà, l'état-major fait ses plans pour la Mhm. crise, le ministère de l'Intérieur fait ses plans pour la crise. Mhm. Donc, il n'y a pas une démarche vraiment qui soit sociale, qui Mhm. soit populaire, qui intègre les gens. Si on D'accord. ne fait pas comme ça, Mhm. je pense qu'on risque de passer à côté. C'est ça. Moi, je suis allé souvent sur le terrain Mhm. et souvent l'impression que j'ai, c'est qu'on considère la population comme faisant partie du problème et non de la Mhm. solution. Mhm. Parce que plusieurs personnes m'ont dit dans des villages où je suis allé, non, Mhm. nous, on voit les forces de sécurité traverser le village. Elles ne s'arrêtent même pas pour parler avec le chef du village ou C'est ça. avec la population ou Mhm. discuter avec les jeunes. Bon, cette sécurité vous concerne. Non, il y a une sorte de méfiance envers la population. À mon avis, si on Mhm. ne change pas d'approche et qu'on ne considère pas la population et le peuple comme faisant partie plus de la solution que du Mhm. problème, on risque de retarder la solution.